Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans Chaque Voix compte sur LCP. Nous sommes ensemble pour une heure de décryptage de l'actualité en direct de l'Assemblée nationale. Avec à mes côtés ce soir Mariette Dary-Grand. Bonsoir Mariette. Bonsoir Adeline. Et Olivier Ravanello. Bonsoir Olivier. À la une ce soir, enquête sur une faillite collective. La commission d'enquête sur l'inceste a présenté aujourd'hui le résultat de ses 5 mois de travaux. Un rapport terrible qui étrille la justice française et qui propose aussi 49 mesures pour lutter contre un crime de masse. Ce sont les mots employés. Inceste, le rapport qui accuse. On en parle ce soir avec vous, Christian Baptiste. Bonsoir. Bonsoir. Député socialiste de la Guadeloupe, vous êtes le rapporteur de cette commission d'enquête sur l'inceste. Merci d'être là aux côtés d'Émilie Bonnivard. Bonsoir. Député LR et membre de cette commission inceste. Et bonsoir Stéphie Alexandrian. Vous êtes juriste, vous avez fondé une association destinée à aider les jeunes victimes de violences sexuelles. L'association s'appelle Carl, du nom de votre petit frère qui s'est donné la mort à l'âge de 12 ans. Merci d'être là. Vous avez été entendu par la commission inceste il y a quelques semaines. Mariette, vous avez choisi justement, vous, ce soir, de vous pencher sur ce mot inceste. Oui, parce que c'est un mot dont l'histoire est intéressante pour nous, qui est assez générique en fait, qui ne comportait pas nécessairement une dimension familiale ou intrafamiliale. Donc ce sera intéressant de regarder ça et peut-être de se demander si le mot convient encore. Olivier, quelle histoire allez-vous nous raconter ce soir ? Un duel de foot, mais pas celui entre la France et le Maroc, celui qui dure déjà depuis quelques jours entre Mbappé et Amaryllia Céleste, la sénateur du Paraguay qui a tenu via Twitter des propos d'un racisme absolument abject. Et comme elle ose tout, ce soir, elle nous explique qu'elle est raciste mais que c'est pas de sa faute. Et elle essaye de se déconstruire, mais c'est tellement dur. Dans la deuxième partie de Chaque Voix compte, on va justement parler de foot avant le quart de finale France-Maroc ce soir. Ces Bleus nous épatent, pas seulement par leurs résultats, mais aussi par le groupe qu'ils forment et les valeurs qui les unissent. La fraternité, la solidarité, l'engagement vers un but commun. Est-ce que finalement, c'est pas un peu tout ça qui nous manque en ce moment ? On se posera la question tout à l'heure avec Yann Boucard, avec Daniel Simonet et avec Jean-Philippe Assenzi qui préside l'Agence pour l'éducation par le sport. Et vous pouvez nous aussi nous donner votre avis ou interroger nos invités. Vous flashez le QR code qui est là et c'est Olivier Ravanello qui nous transmet vos questions. Voilà pour le menu de ce soir. Installez-vous, Chaque Voix compte, c'est parti. C'est sans doute l'un des crimes les plus difficiles à regarder en face parce qu'il se déroule derrière des portes fermées, parce que l'agresseur porte souvent le même nom que sa victime, parce que pendant longtemps, on a préféré ne pas voir et ne pas savoir. Ici, à l'Assemblée, un groupe de députés a justement voulu savoir et ça s'est terminé comme ça. Aujourd'hui, j'ai la parfaite conscience que la France n'aime pas ses enfants. Et c'est terrible pour moi de le dire. Maude Petit est la présidente de la commission parlementaire sur l'inceste. Christian Baptiste, vous en êtes le rapporteur. Vous étiez à côté d'elle quand elle a prononcé ces mots. Est-ce que vous aussi, au terme de cette commission, vous avez eu honte ? Tout à fait. D'ailleurs, ce n'est pas simplement Maude, la collègue, ou moi-même qui avons, c'est que le ministre de Garde des Sceaux, dans son audition, nous avons auditionné, a exprimé cette honte déjà. Et donc parce que tout simplement, le constat, il est simple. Vous avez parlé que ce rapport a étrillé la justice. Bon, c'est pas simplement étriller la justice. En fait, nous étrions le manque de politique publique à part entière en matière d'inceste familial. Il n'y en a pas en fait. Il n'y en a pas. Donc, partant de là, il faut effectivement mettre en œuvre cette politique avec une vision, bien sûr, mais aussi avec une volonté et aussi des moyens. Et nous sommes des élus responsables, nous sommes des députés responsables et raisonnables. Nous savons très bien que cela ne coûte pas 0 €, bien au contraire, cela coûte. Mais nous disons qu'en mettant aujourd'hui tout sur la table, nous devons avoir une vision prospective dans une loi de finances initiale. Oui, il faut mettre l'urgence, mais il faut surtout voir les prochaines lois de finances initiales et les étaler dans le temps. Émilie Bonnivard, ce qu'il faut dire, c'est que cette commission, elle n'a laissé aucun de ses membres indemne. Oui, tout à fait. Ça a été des moments très forts, des moments aussi de grand respect pour accueillir la parole des victimes, et puis des moments d'électrochoc.
Et cet électrochoc, il est absolument nécessaire pour que nous puissions nous mobiliser collectivement et convaincre nos collègues aussi, qui connaissent moins le sujet, de le faire avec nous dans tous les prochains projets de loi qui vont arriver, afin que ce sujet soit au centre de notre travail législatif. Il y a eu des auditions absolument terribles. Il y a eu des députés qui avaient même du mal à rester. Et pourtant, il faut le courage d'écouter, parce qu'il y a le courage en face des victimes qui parlent. Est-ce que vous parlez d'un électrochoc? Est-ce que vous avez le souvenir d'un témoignage en particulier qui vous revient quand vous pensez à ces auditions? Il y a énormément de témoignages. Il y a votre témoignage, évidemment, le souvenir de votre frère. Il y a les témoignages à huis clos qui sont quand même d'une violence rare, avec des choses qu'on doit entendre, qu'on n'a pas envie d'entendre. Voilà, les témoignages évidemment des victimes ou des proches des victimes, les témoignages des mères qui vous expliquent qu'elles ont été contraintes par la justice de remettre leur enfant à leur agresseur et que leur enfant ensuite s'est suicidé et qu'elles ont fait du pénal parce qu'elles ont remis leur enfant à leur agresseur. Il y a la force des témoignages des victimes, mais il y a aussi, en fait, l'horreur de l'injustice à laquelle on a soumis ces femmes et ces enfants. Une double violence. Par le système, donc une double violence. Vous avez mené, je le disais, des auditions pendant 5 mois. Vous avez entendu 132 personnes. Ça donne donc ce rapport de 49 mesures que vous préconisez. On va évidemment les détailler. Mais avant cela, retour en images sur les travaux de votre commission avec Maïté Frémont. On n'a plus de temps à perdre, en fait. Il faut faire le plus rapidement possible. Il y a urgence. C'est en quelque sorte la conclusion qu'en tirent les députés ce matin, après l'une des commissions d'enquête les plus éprouvantes de cette saison. On parle souvent de violences faites aux enfants ou de violences sexuelles, on nomme rarement l'inceste. 5 mois de travaux, 43 auditions et 132 personnes entendues. Le 29 juin 2021, je suis rentrée chez moi et j'ai trouvé mon petit frère Karl pendu. Il avait 12 ans. 12 ans seulement. Des victimes connues, d'autres pas. C'était des viols répétés, presque chaque week-end. Le sexe de mon père dans ma bouche en guise de trompette ou de flûte. Je garde encore aujourd'hui le souvenir de l'odeur, le souvenir des sensations, le souvenir des images. Témoignage de ce qu'elles ont subi, des mécanismes de domination et ce constat. L'inceste, un crime de masse avec une réponse pénale dérisoire et un temps judiciaire qui épuise les victimes. Le traitement judiciaire est totalement catastrophique. Le déni de ces violences, à mon sens, n'est nulle part aussi fort qu'au sein de l'autorité judiciaire. Des défaillances à chaque maillon de la chaîne pénale et une quasi-impunité dénoncée par les parlementaires. 20 ans ont été nécessaires pour que ma parole tienne enfin debout. 41% des viols incestueux ont été classés sans suite en 2024. Chaque année, 160 000 enfants sont victimes de violences sexuelles. Dans 81% des cas, l'agresseur est un membre de la famille. Si le mot d'ordre ne vient pas du Parlement, les enfants ne seront pas protégés. Les députés appellent à sortir du déni et proposent 49 recommandations. Redéfinir la notion d'inceste, créer un statut de parent protecteur ou encore rendre imprescriptibles les crimes commis sur les mineurs. Stéphie Alexandrian, on vous a vu dans le reportage, vous avez donc témoigné devant cette commission. La lutte contre l'inceste, vous en avez fait le combat de votre vie. C'était une tragédie familiale, c'est devenu votre combat. Et vous avez donc été entendu par cette commission. Est-ce que vous sentez aujourd'hui que des choses vont bouger ? C'est difficile pour moi de répondre à cette question. J'ai aujourd'hui une casquette qui est multiple. J'ai été une victime, j'ai été le parent protecteur d'une victime, en tout cas la grande sœur. Oui, on parle des mères protectrices, vous étiez la grande sœur protectrice. Oui, mais in fine, ça revient presque au même, à la différence près que je n'avais même pas l'autorité parentale conjointe et partagée avec le père, donc ça rendait ma position plus délicate encore, donc plus impuissante, je dirais, quand bien même il ne faut pas du tout minimiser quelle est l'impuissance du parent protecteur dans des situations où au pénal ça ne suit pas. Dire que ça a bougé, je vous dirais que oui, parce que je trouve que la société se sent de plus en plus concernée, et que quand bien même, et je vous remercie Madame la députée de l'avoir dit, on n'a pas envie d'entendre, on n'a pas envie de voir, et c'est complètement humain, il faut aussi reconnaître ce sentiment que chaque être humain a.
je trouve que de plus en plus, on se veut courageux pour les enfants dont on mesure chaque jour un peu plus la réalité. Reste qu'effectivement, les politiques publiques sont absolument pas à la hauteur de ce fléau et des besoins des enfants qui composeront la société de demain. Je peux dire ce que vous m'avez raconté en arrivant sur le plateau tout à l'heure avant le début de l'émission? Pourquoi pas, j'ai pas de... Avant d'arriver sur le plateau, vous me dites c'est une période terrible qui commence. C'est les grandes vacances. Oui, c'est vrai. Et pourquoi c'est terrible? J'ai dit que j'avais le sentiment de faire rouler dessus en ce moment, tant l'association Carl était submergée d'urgences, toutes plus hémorragiques les unes des autres, en ce que finalement la plupart des enfants, en tout cas ceux qui n'ont pas obtenu gain de cause ce jour au niveau de l'autorité judiciaire, sont contraints d'aller chez leur père, qu'ils ont dénoncé sur des faits d'agression sexuelle incestueuse ou des viols incestueux, la moitié de l'été. Et donc c'est là que les tentatives de suicide se multiplient et aujourd'hui on a beaucoup de chance parce que pour l'instant ils sont tous vivants, mais je ne suis pas certaine. Vous les soutenez, vous leur apportez quelle aide? Absolument tout. On est une association d'aide aux victimes. On fait aussi les violences intrafamiliales, mais on a une spécificité sur les violences sexuelles. On fait avant tout un travail qui est juridique et psychosocial. Donc c'est vraiment du sur-mesure au cas par cas. Donc dans ce rapport, vous faites 49 propositions, Christian Baptiste. Vous prônez, et on commence déjà à le comprendre, un changement de doctrine, un changement de logiciel. Il faut changer notre regard sur l'inceste, mais peut-être qu'il faut tout simplement ouvrir les yeux. Tout à fait. C'est pour cela que ce rapport a un regard de 360 degrés, c'est-à-dire sur la société, parce que l'inceste, ce n'est pas un crime, ce n'est pas un fait divers, c'est l'ensemble des compartiments de cette société. Et il faut absolument qu'il y ait une approche de la société, mais surtout de citoyenne. Nous sommes effectivement des élus, des responsables. Nous avons auditionné beaucoup d'acteurs, mais cependant, nous constatons qu'il n'y a pas une prise de conscience réelle, je dirais déjà même, des autorités politiques. Parce qu'il y a eu la Civise, il y a eu effectivement le rapport de la commission d'enquête d'Isabelle Santiago, il y a effectivement notre commission d'enquête, mais derrière, est-ce qu'il y a, on a pris la dimension de la gravité. Il y a du bruit, il y a des paroles, il y a des mots, et il n'y a pas d'actes. Voilà, c'est exactement ça. Donc maintenant, les choses sont claires. Suite à ce rapport, nous voulons des actes. Donc je voudrais qu'on revienne sur certaines des grandes mesures de votre rapport. On vient de parler des mères protectrices. Votre commission s'est intéressée à ceux qui disent « j'ai voulu protéger mon enfant » ou mon frère, et je n'ai pas été entendue. Malgré des accusations d'inceste parental, des droits de visite et d'hébergement sont maintenus par des juges aux affaires familiales. Qu'est-ce que vous proposez dans votre rapport? D'abord, nous proposons la protection de l'enfant, tout simplement. Et cette protection de l'enfant doit passer par, effectivement, une décision de sûreté. Et c'est-à-dire que dès lors qu'il y a un signalement d'un enfant qui est incesté, tout de suite, on doit prendre une mesure de protection. Alors ça existe déjà au niveau conjugal. Mais il faut qu'il y ait effectivement cet arrêté de sûreté pour tout de suite placer l'enfant qui désigne son agresseur, eh bien que... Ordonnance de protection. Ordonnance de protection, une ordonnance de protection, tout de suite que l'enfant ne soit pas en contact avec celui dont il... Est-ce que c'est une forme de mesure d'éloignement? Prononcez le mot placé. Comment? Vous prononcez le mot placé. Si je peux me permettre, c'est parce qu'en fait, elle a vocation, cette ordonnance, c'est déjà en débat au niveau du gouvernement, à se substituer à ce qu'est l'ordonnance de placement provisoire aujourd'hui. À la différence qu'elle serait plus spécifique à la protection même du mineur, qu'elle prendrait aussi un autre terme. C'est quand même intéressant de parler de protection plutôt que de placement. Absolument. Donc en tout cas, ça se débat. Et aujourd'hui, voilà, la question reste ouverte sur est-ce qu'on le place sous l'office du juge des enfants, comme le voudraient certains, et c'est actuellement débattu, ou sur l'office du juge aux affaires familiales. Et le rapport vous propose justement sur les recommandations de créer un juge unique, parce qu'aujourd'hui, on a vraiment des problématiques sur ces deux magistrats, et même pour les juristes, c'est très dur d'identifier les compétences des uns et des autres parfois. Vous demandez aussi, pardonnez-moi. Non, mais ce que j'ai parlé d'ordonnance de protection, mais surtout, il faut que dans la foulée, qu'il y ait aussi, on demande de raccourcir les délais. C'est-à-dire, il faut qu'en 3 mois, parce que ça ne sert à rien, parce que l'ordonnance de protection veut dire quoi? C'est de suspendre l'autorité parentale. Suspendre l'autorité parentale. Et pour cela, cette suspension doit amener une enquête maximum dans 3 mois. Et bien évidemment, s'il y a une condamnation du mis en cause, mais c'est une suspension définitive de l'autorité parentale.
Émile Bonivard, il y a eu des auditions bouleversantes, il y a eu aussi des auditions révoltantes autour des mères protectrices, justement. Le rapport propose de dépénaliser le délit de non-représentation d'enfants en cas de suspicion d'inceste. Oui, parce que les mères, parce que dans l'immense majorité des cas, ce sont des mères, se retrouvent dans une injonction paradoxale absolument insupportable. Elles veulent protéger leurs enfants, la société leur dit de protéger leurs enfants en cas de signalement, c'est-à-dire qu'on a l'obligation tous de le faire et elles en premier. Et en même temps, la société leur dit « vous êtes dans l'obligation de remettre votre enfant à l'auteur présumé des violences sexuelles à son encontre. » Et si vous ne le faites pas, si c'est vous un ne le délit. faites pas, vous risquez de la prison. Donc la dépénalisation de la non-représentation d'enfants, elle vise à faire lever cette contrainte qui pèse aujourd'hui sur les mères protectrices, sur les parents qui veulent protéger leur enfant. Et c'est aussi un outil de domination en moins de l'agresseur. Parce qu'aujourd'hui, cet outil-là est utilisé par les agresseurs comme moyen de pression. Ils savent. Et il faut quand même se rendre compte. C'est-à-dire que, alors que l'inceste, c'est le règne du silence, avec des stratégies de l'agresseur qui sont très bien documentées sur la manipulation, ça veut dire que, alors même qu'on sait et que la mère sait, on le remet et qu'on laisse encore l'agresseur la possibilité d'effectuer ses actes, mais encore d'influencer l'enfant pour qu'il se taise. Donc cette mesure, elle est fondamentale parce qu'aujourd'hui, on expose les mères à un risque majeur. Non, cette dépénalisation pour non-représentation, elle doit être ciblée pour les parents protecteurs. Oui, parce qu'il y a déjà des avocats qui vous disent attention à cette dépénalisation. C'est aussi un outil dont se servent certaines femmes dans des divorces conflictuels. Non, il n'est pas question que cette dépénalisation serve aux parents qui est présumé agresseur, parce qu'il est parent. Dès lors que vous dépénalisez, ça veut dire qu'effectivement que le parent qui est mis en cause aussi peut être dépénalisé, et donc peut dire, mais voilà, oui, mais moi aussi, je ne peux ne pas présenter mon enfant. Donc, il faut que ça soit ciblé. D'autant plus, mais cela doit être ciblé à partir, effectivement, de ce nombre d'éléments aussi, bien précis, et surtout, très, très important, la parole de l'enfant. Déjà, l'enfant a une difficulté parce que sa parole n'est pas bien écoutée par les professionnels, le recul de la parole. Mais en plus, l'enfant qui dit « je ne veux pas aller voir mon agresseur », eh bien cet enfant-là aussi, on doit écouter cette parole. C'est-à-dire que cette mesure doit être complétée. Et j'ai à côté de moi, effectivement, un exemple, Madame Stéphie Alexandrian, que je félicite, parce que c'est elle qui m'a impressionné. J'ai entendu beaucoup de témoignages, effectivement, publiquement. D'ailleurs, avant même d'arriver à la commission d'enquête, nous avons organisé des petits déjeuners pour entendre des parents. Attention, mais ce qui est important, c'est que lorsque vous avez un enfant, effectivement, qui n'est pas entendu, qui dit « je ne veux pas aller voir mon agresseur », mais qu'est-ce qui se passe? Il se suicide. Ou la mère aussi se suicide. Stéphie, c'est votre histoire. Donc voilà, c'est ça. On veut arriver à cette Vous étiez la sœur protectrice. C'est plus encore que mon histoire, puisque j'ai publié récemment un essai, quelques temps, hélas, avant la mort de Liana, qui s'appelle « Les violences qui tuent l'enfance ». Il y a un an, le jeune Yanis de mon association se suicidait. Et il y a quelques semaines, on votait à l'Assemblée nationale, enfin je dis on, oui, vous votiez à l'Assemblée nationale une loi à l'unanimité relative à l'accompagnement post-sententiel, c'est-à-dire après la condamnation des victimes. Moi, j'aurais juste tendance à quand même citer cette recommandation qui fait suite à ce que vous disiez, monsieur le député. C'est la recommandation 27 que ma collègue a soulignée. Elle m'a gentiment prêté ses notes. Je reviens de loin aujourd'hui. Prendre obligatoirement en considération le refus de l'enfant de voir son parent, quel que soit son âge, sauf décision spécialement motivée, de la part du juge aux affaires familiales ou du juge des enfants lorsqu'il statue sur les droits de visite et d'hébergement. Simplement, sur la question de dépénaliser, après c'est parce que ça titille la juriste que je suis, pour faire une thèse sur ces questions aujourd'hui. Aujourd'hui, on a déjà un code pénal qui prévoit et qui contraint le procureur à lancer des investigations avant de poursuivre le parent pour non-représentation. Donc il faut aussi s'intéresser à l'effectivité de ce texte, à comment il est utilisé en pratique par les parquets, investi ou non, et peut-être effectivement plus l'encadrer et contraindre l'autorité judiciaire là-dessus, puisqu'on a déjà une base. Reste à voir si on ne peut pas la réécrire de manière un petit peu plus, disons, solide, de sorte à ce que la justice n'ait pas d'autre choix. Il y a une chose que je ne comprends pas, est-ce que vous l'avez compris suite à cette commission? Ce que vous dites est tellement révoltant sur qu'est-ce qui peut passer dans la tête d'un juge pour se dire l'enfant dit que le père l'a violé, mais il va quand même aller passer des vacances chez lui.
Alors que la justice n'a de cesse, pour d'autres délits mineurs, de soi-disant protéger la société en mettant une personne en détention préventive. Qu'est-ce qui, dans ce cas-là, peut faire qu'un juge se dise « je ne prends pas parti, en fait, et puis on verra bien ». Mais qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là des hommes qui sont condamnés pour des violences sexuelles ou incestueuses et qui, dès leur incarcération, mon père, et ça se reproduit tous les jours, et c'était il y a 16 ans, donc 16 ans plus tard, on en est encore là, à envoyer les enfants, le reste de la fratrie, au parloir le voir, puis un week-end sur deux, la moitié des vacances. Je ne citerai pas son nom ici, mais il a été reçu par la commission. Donc il y a un moment, je crois qu'il faut que toute la justice soit quand même honnête sur une réalité. Une collègue magistrate me disait il y a peu, parce que je parlais de manque de formation, elle me disait mais tu ne crois pas que c'est une déformation ? Je crois qu'on devrait se poser la question. Il faut reconnaître que c'est complexe, qu'on a toujours très peur de léser les droits du parent mis en cause. Est-ce qu'il n'y a pas une sanctuarisation de la présomption d'innocence à côté de la protection de la parole de l'enfant ? Déjà condamnés aujourd'hui, on est là à s'offusquer et à crier au secours sur le décès de Liana, et je le comprends, mais qu'est-ce qu'on fait des centaines de dossiers que j'ai, où ces hommes-là, ces pères, ont déjà été condamnés, et pour autant, sur le reste de la fratrie, on maintient le droit de visite et d'hébergement, et je peux en parler, puisqu'aujourd'hui, mon père passe l'été seul avec mon demi-frère de 10 ans. À la hauteur de ma médiatisation et de tout le reste. J'ai signalé, j'ai fait ce qu'il fallait, je suis quand même bien outillée en droit. Ça n'empêche pas. Là-dessus, ça ne bouge pas. Non. Là, il n'y a rien. Non. On attend des drames, et quand bien même, aujourd'hui, voilà, on est tous à dire c'est catastrophique, mais il en faudra encore. C'est elle qu'il faut aider aussi. Mais bien sûr. On s'aide ensemble. Bien sûr. Mais, et c'est là où, justement, je disais qu'on constate qu'il n'y a pas une démarche structurée justement pour la protection. Parce qu'en fait, c'est le principe de protection. Vous dites, qu'est-ce qui amène un juge, effectivement, nonobstant le fait qu'il y a un certain nombre d'éléments, que cet enfant aille chez son agresseur? Mais parce que tout simplement, le principe de précaution n'est pas suffisamment ancré dans la justice. S'il existe. S'il existe. Et s'ajoute la question du maintien du lien. Aujourd'hui, on a une autorité parentale qui est sacrée. Oui, c'est ça le vrai sujet. C'est ça, qu'est-ce qui vous dites, qu'est-ce qui amène un juge? C'est le dogme de la coparentalité. C'est-à-dire qu'en fait, ce dogme-là, cette protection de la famille et du lien avec le parent, l'emporte sur la protection de l'enfant. Donc c'est ce schéma qu'il faut inverser, mais inverser effectivement de manière juridique, mais aussi dans les mentalités des juges. Et des experts judiciaires aussi, parce que vous ne les épargnez pas dans le rapport. Les experts psychologues et psychiatres sont trop peu nombreux, pas toujours spécialisés. Certains ont encore recours à des concepts pourtant bannis par la communauté scientifique, comme le syndrome d'aliénation parentale. Ils prennent parti pour le parent mis en cause, parfois sans avoir même rencontré l'enfant ou le parent mis en cause. Pour pouvoir effectivement aller plus loin dans votre interrogation, la formation, et nous le disons dans nos recommandations, la formation de ceux qui sont habilités à recueillir la parole de l'enfant doit être fondamentale. Elle ne doit pas être superficielle. Et nous disons que ce n'est pas en 2 semaines simplement, et bien évidemment en tenant compte du protocole international, mais sur une bonne année, que tous les acteurs qui sont amenés à recueillir la parole de l'enfant soient convenablement formés. Concernant les experts, bien évidemment, il faut qu'ils soient formés, mais nous voulons même qu'il y ait une suprastructure pour pouvoir superviser, comme ça existe à la police. Il y a un autre point du rapport que je voudrais vraiment aborder autour du recueil de la parole. Vous suggérez de considérer les troubles psychotraumatiques comme des preuves médico-légales parce que beaucoup de procédures n'aboutissent pas faute de preuves matérielles. C'est bien ça? Oui, tout à fait. Et oui, tout à fait, c'est bien ça. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes favorables à l'imprescriptibilité, parce que vous avez l'amnésie traumatique. Le temps ne doit pas être en la défaveur d'une victime. L'amnésie traumatique sur l'inceste. Parce que vous avez effectivement des victimes qui ne peuvent pas parler, et après, suite à un déclic, ça peut être 40 ans, 50 ans après, eh bien, ça ressort. Je voudrais qu'on accueille avec nous ce soir Marie-Claude Bossière, qui est pédopsychiatre. Bonsoir et merci d'être là. Bonsoir. Vous entendez ce que nous sommes en train de nous dire sur le fait de considérer les troubles psychotraumatiques comme des preuves médico-légales. Qu'en dites-vous?
Oui, moi je pense que c'est intéressant. C'est très compliqué en fait l'évolution psychologique de ce traumatisme qui peut avoir eu lieu juste une fois ou de façon répétée, bien sûr. Donc la notion de traumatisme. Le rapport préconise le recours à l'imagerie cérébrale pour mettre au jour les traces physiques des traumatismes subis. De quelles traces physiques parle-t-on ? Alors ça, je ne sais pas du tout, je ne suis pas au courant et je pense, enfin, ça me semble assez étonnant de pouvoir tracer ça sur le cerveau qui est une structure extrêmement complexe. Est-ce que vous diriez quand même qu'aujourd'hui la justice comprend mieux ce qu'est la mémoire traumatique ? Probablement oui, mais bon, la justice, elle est... Enfin, moi, j'ai fait souvent des signalements ou des choses comme ça dans des situations très compliquées. Et ce sont des situations complexes. Je pense que la question, c'est aussi quelle parole est-ce qu'on peut donner socialement à cette question. C'est-à-dire que si les enfants savaient qu'il y a des choses qui sont absolument interdites et qu'ils le savaient très tôt et que c'était traité de façon médiatique, de façon globale, peut-être que leur parole serait plus facile. Il est là aussi sans doute le changement de paradigme, le changement de mentalité, le changement de logiciel. Tout à fait. Sur les traces physiques, oui. Nous avons auditionné Jean-Marc Benkemoun, qui est un psychiatre, et c'est lui qui a installé en France le protocole NIDJ, le protocole international. Et effectivement, il vous dit... C'est une technique, je précise, c'est une technique d'audition spécifique destinée aux mineurs, le protocole. Pour recueillir la parole de l'enfant dans les salles Mélanie, les salles équipées. Il vous dit qu'effectivement que le traumatisme, les polytraumatismes d'ailleurs, des victimes ont des conséquences physiques, notamment par exemple au niveau cardiaque. Moi, je connais une personne victime de l'inceste qui a des problèmes, qui connaît des problèmes cardiaques. Et d'autres troubles encore, effectivement, physiques, qui jouent sur le physique. C'est ce dont nous parlons. Vous avez des traumatismes psychologiques qui, effectivement, ont des conséquences physiques sur le corps humain, psychosomatiques. Voilà, c'est ce dont nous voulons parler. Et l'imagerie médicale, elle peut permettre de voir quoi ? Ce sont des réflexions qui sont menées. Vous comprenez très bien que nous faisons un rapport suite à des auditions. Oui. C'est-à-dire que vous avez des spécialistes, non seulement que nous avons auditionnés, mais aussi qui ont apporté leurs contributions écrites. Moi, le rapporteur, avant chaque audition, j'ai adressé une liste de questions à chaque audition, à chaque auditionné. Donc, premièrement, qui apporte des réponses durant l'audition, mais aussi après. Donc, ce sont des éléments, effectivement, que nous avons recueillis par des auditions écrites. Marie-Claude Bossière, vous vouliez ajouter quelque chose ? Oui. C'est-à-dire que ça n'est pas spécifique. C'est-à-dire que n'importe quel type de traumatisme psychologique peut avoir effectivement des répercussions sur le plan somatique. Donc, ça n'est pas spécifiquement l'inceste. Voilà. Et ce que je voudrais ajouter aussi, c'est l'état de la justice. Moi, j'ai fait des signalements avec malheureusement des juges qui étaient très ouverts, mais qui ne répondaient pas avant un délai de 1 an. Est-ce que depuis l'affaire Liana, vous avez senti que ça changeait ? Parce que c'est ce que nous ont rapporté sur le plateau quand on a parlé de cette affaire, beaucoup d'avocats, que les procédures allaient beaucoup plus vite. Je ne peux pas vous dire parce que je n'ai pas été confrontée récemment à ce genre de situation, mais je pense qu'effectivement, quand c'est traité comme ça sur le plan médiatique de façon très large et très intensive, probablement ça a des effets, oui. Olivier, je crois qu'il y a une question téléspectateur. Oui, une question qui est posée par Francis qui s'interroge. Est-ce qu'il n'est pas nécessaire de changer les lois pour que le crime de viol devienne imprescriptible et soit reconnu comme un crime contre l'humanité ? Sur l'imprescriptibilité, justement, ça fait partie des préconisations du rapport. Alors, moi, j'entends le débat sur l'imprescriptibilité, mais ce qui me dérange, c'est que pour moi, l'urgence, elle n'est pas là. Je comprends le besoin des victimes, je sais combien elles en souffrent, je crois mais 1000 fois en la réalité de l'amnésie traumatique, etc. C'est une réalité, il serait grand temps qu'on ouvre les yeux, mais l'urgence aujourd'hui, ce sont les mineurs, c'est-à-dire les enfants, les jeunes adultes. Les protéger maintenant. Exactement. Pour moi, elle est là, la vraie urgence, et on n'est pas à la hauteur là-dessus. Donc avant d'aller sur des terrains où on va rajouter le cousin dans l'inceste, bien sûr qu'on peut ouvrir ces questions et qu'il va falloir les investir. Mais on n'est même pas capable du b.a.-ba. Ensuite, sur la question du crime, j'insiste là-dessus. Aujourd'hui, au niveau de la loi relative à l'application des nouvelles infractions sexuelles sur mineurs, on a
En fait, les effets civils se veulent être les mêmes pour les délits, que sont les agressions sexuelles et les viols. Donc on n'opère pas de distinction. Le droit pénal, en revanche, lui, opère une distinction entre les agressions sexuelles et les viols. Et donc, par exemple, quand je lis qu'il faudrait compter à 30 ans les viols, très bien, mais on fait quoi des agressions sexuelles? Parce qu'il y a encore beaucoup de requalifications, même si on a ouvert les cours criminelles qui permettent de plus juger, d'aller un petit peu plus vite. Donc c'est vraiment une question que personnellement j'investis dans mes recherches. Qu'est-ce qu'on fait de cette distinction entre l'agression sexuelle et le viol en ce qui concerne les mineurs, quand on connaît la difficulté de l'objet de la preuve, avec une définition qui aujourd'hui est plus large qu'elle ne l'était. Donc, il faut aussi le réfléchir, parce que si on fait ce qu'il faut pour les viols, on fait quoi de tous ces enfants, ô combien nombreux, victimes sur le papier du moins, de l'agression sexuelle? Et c'est là que votre réflexion sur un juge peut-être unique, ou en tout cas une juridiction spécialisée, est très intéressante, et je pense qu'il faudra y revenir, le débat est ouvert. Mariette. Je voudrais juste préciser que l'inceste parental, c'est-à-dire contre les enfants, c'est déjà un crime contre son humanité. C'est déjà un crime contre son humanité. Parce que lorsque vous avez des enfants qui sont violés depuis 6 ans, 7 ans, ça vous suit toute la vie. Vous êtes traumatisé toute la vie. Donc, quelque part, lorsqu'on dit crime, c'est vrai que seuls les crimes contre l'humanité qui sont imprescriptibles, mais nous disons qu'un crime qui est contre l'humanité, justement, d'une personne vulnérable, d'un enfant qui devient adulte et qui reste, et qui perd parfois même son enfant, qui perd son enfance, qui perd même son humanité d'ailleurs, et qui perd la vie. Et c'est un crime, effectivement, contre ce. C'est intéressant, c'est une question qu'on a sur le sens des mots aussi. Mariette est sémiologue, donc c'est vraiment le sens de sa vie, la sémiologie, l'inceste. Que nous dit ce mot inceste ? Alors c'est un concept très ancien, antique, mis au point par les Romains, mais eux, ils voulaient légiférer, disons, la famille, le mariage. Alors incestus, c'est celui qui n'est pas chaste, incastus. Donc c'était une question morale, mais générique. Alors par exemple, ça pouvait être l'adultère, l'inceste, ou alors la perte de la virginité, une Vestale qui avait fait ses vœux de chasteté lorsqu'elle on s'apercevait qu'elle n'était plus vierge, elle était incesta. Donc ça veut dire que dans son étymologie, le mot n'a pas du tout de dimension parentale, familiale. Voilà, c'est très problématique, ça. À vous entendre, on voit bien qu'il y a encore des répercussions de ça. Ça explique une chose, Adeline, qui est quand même très curieuse, c'est que dans les phases de libération de la société, libération sexuelle, on va dire, ou contre l'ordre moral, par exemple après la Révolution, l'inceste qui était prohibé, tout d'un coup ne l'est plus. C'est comme d'autres pratiques, des pratiques, disons l'homosexualité ou des pratiques sexuelles qui jusque-là étaient interdites, vous voyez, il est pris dans une espèce de libération générale. Alors moi j'appellerais ça une pseudo-tolérance, et on a bien vu dans le livre qui est quand même très fondateur de Camille Kouchner, La Familia Grande, que c'est le poids de cette tolérance sociétale à un moment donné, l'idéologie post-hippie, etc., où le désir, la célébration du désir tous azimuts est là, eh bien oui, là, dans ce cas-là, l'inceste n'est plus un tabou. Et pourtant, il fait partie quand même des grands interdits civilisationnels que même la permissivité issue des années de 68 n'avait pas remise en cause. Oui, mais alors là, peut-être que ce que vous dites, ce qu'on découvre aujourd'hui, nous fait revenir sur une sorte d'innocence, entre guillemets. On se croyait protégé par 2 grandes pensées. La pensée de Lévi-Strauss, qui avait bien montré, après à la fin des années 40, 50, il montrait très bien que c'était universel, toutes les sociétés devaient respecter le tabou de l'inceste, parce qu'il fallait lutter contre l'endogamie, la consanguinité, donc c'était un principe d'exogamie, aller chercher les partenaires de reproduction ailleurs. Donc c'était pas moral, le point de vue était en quelque sorte sur la survie. Première pensée forte. Deuxième pensée, celle de Freud. Alors lui, il inverse la problématique, c'est-à-dire qu'il faut montrer à l'être humain, il faut que l'être humain respecte l'interdit de l'inceste. Le petit Oedipe polymorphe, pervers polymorphe, doit comprendre qu'il ne peut pas se marier avec papa et maman. Donc ça, c'était une espèce de respect général. On se disait, tout le monde respecte peu ou prou la chose. Ce que l'on découvre avec les témoignages aujourd'hui qui sont rendus publics, c'est vraiment bien autre chose. C'est des processus incroyables d'emprise, d'abus vraiment psychologiques extrêmement forts sur des mineurs. Enfin, on découvre quelque chose que ces 2 pensées, finalement, n'avaient pas cadré. Alors, nous voilà devant une des réalités extrêmement violentes et destructrices qui manquent de vocabulaire. Alors, on voit des choses. Vous avez employé, monsieur le député, le terme « incesté » qui est nouveau. C'est un participe passé qui n'existait pas. Incesté comme une personne racisée. Pourquoi pas les incesteurs sont comme des prédateurs sexuels. On voit qu'on essaye
des choses dans le vocabulaire. C'est très bien parce que ça montre que l'inceste doit être pris comme problématique sociétale globale. Ça, je crois que vous l'avez aussi souligné. En même temps, probablement, il y a quelque chose qui euphémise la problématique. Et dans la loi, je parle sous votre contrôle, finalement, on a moins le mot inceste que le qualificatif. Viol incestueux ou agression sexuelle incestueuse. Donc, moi qui suis dans le langage et pas dans la loi, je dirais, mais c'est quand même curieux de regarder ça. Est-ce qu'il ne faudrait pas un nouveau mot, un nouveau concept qui soit ni antique, ni un héritage, ni permissif, mais fondé, et le téléspectateur nous pose aussi cette question, fondée sur le crime contre l'humanité, quelque chose qui relève de cela, qui pourrait être en analogie avec ça. Donc pour finir, Adeline, moi je dirais que c'est vrai, vous écoutez, on voit bien qu'une personne victime d'inceste est touchée dans sa profondeur humaine, hein, bien sûr, et donc il faut respecter aussi son droit, je dirais, à s'appuyer sur une parentalité structurante, et non pas destructrice, et donc avoir, ça n'est pas tellement dit, mais il faut le dire, l'ordre des générations strictement posé. Il y a un problème d'éducation. Il faut que l'enfant, parce que nous parlons pour l'avenir, ce que nous faisons c'est pour l'avenir, les générations futures, que l'enfant intègre bien dans son éducation qu'on ne doit pas toucher à son corps. Personne ne doit toucher à son corps. Oui, mais c'est surtout, aussi la prévention. Oui, de la prévention. Mais la prévention, elle s'adresse aussi aux auteurs. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire reposer... c'est pour ça que moi je pense que ces campagnes de prévention globale, publique, ça ne peut pas être que de la défense. Ça ne peut pas être que... je prenais l'exemple d'une psychiatre qui disait, mais en fait, l'inceste et les violences sexuelles sur mineurs, la prévention, c'est comme si en fait vous demandiez à la prévention routière de faire de la prévention auprès des gens qui marchent et non pas des automobilistes. C'est-à-dire que la prévention, elle doit être systémique, elle doit être globale. Elle doit s'adresser aux auteurs. Mais pour moi, la question de la prévention des auteurs, c'est aussi de leur dire, c'est terminé. C'est terminer le silence. Parce que l'allié le plus puissant de l'inceste, c'est le silence de la famille. Et ça, c'est un outil d'une puissance... Socialisation du silence. D'une puissance incroyable, puisqu'elle empêche les victimes de parler. Comme elle les détruit, elle les empêche aussi de parler très longtemps. Et c'est ce silence-là qu'il faut détruire. Donc, bien sûr qu'il y a la prévention des enfants avec l'éducation, le repérage précoce, mais il y a aussi le fait, par la prévention, de dire aux auteurs « c'est interdit et c'est terminé ». Je voudrais donner le dernier mot à Stéphie. Très rapidement. Très rapidement. Non, parce que l'inceste est un phénomène qui est ancestral. C'est-à-dire que les gens qui sont victimes d'inceste aujourd'hui, le père sûrement l'a été, la mère, et ainsi de suite. Attention. Donc, ce qui est important aujourd'hui, c'est que si nous voulons nous projeter dans 50 ans, l'enfant aujourd'hui qui est éduqué, demain sera adulte. Et demain, justement, pourrait être auteur, mais lui, il sera déjà formé à cela. Donc c'est ça aussi. Transmission aussi. Une transmission, voilà. Je voudrais préciser que votre rapport met en avant à chaque étape la particulière vulnérabilité des territoires ultramarins. Ce rapport, il est disponible, sachez-le, sur le site de l'Assemblée nationale. Je voulais donner le dernier mot à Stéphie. Maintenant, on attend des mesures. Certaines vont être intégrées au projet de loi protection de l'enfance qui arrive à l'Assemblée nationale la semaine prochaine. D'autres seront intégrées dans la loi intégrale à l'automne. Qu'est-ce que vous diriez ce soir à un enfant qui nous regarde ? Je lui dirais que quand bien même cette actualité est désespérante et a tendance à nous donner raison, de nous sentir si seuls, je crois, en tant que victime, en tout cas c'est ce qui revient aux oreilles de chacun des bénévoles de l'association Karl, il faut parler. Parce qu'une part de la société est prête à entendre et qu'il y a des personnes comme moi, comme nous tous ici, qui sont capables, et j'ajouterais donc sur la prévention qu'il y a aussi la société à prévenir. Ça, il faut vraiment réussir à entrer dans les foyers qui ne se sentent pas concernés, mais aussi considérer je dirais pas éduquer, mais en faisant ce qu'il faut aujourd'hui pour l'enfant qui est victime, parce qu'on ne va pas éradiquer la pédocriminalité de la France, elle existera toujours. Soyons honnêtes là-dessus. On peut aussi éviter, non pas une récidive, mais un schéma de reproduction. Et évidemment qu'il faut envoyer des messages aux agresseurs, puisque la peine a vocation à prévenir la récidive. Et un numéro de téléphone ? Oui, alors c'est vrai que je voulais qu'on mette le numéro de téléphone pour les victimes, c'est très important. Donc le 3919. 3919. 3919 pour les victimes, quel que soit votre âge, ou le 116 006.
J'ajouterai quand même le 119, c'est-à-dire que si vous avez un doute, il faut investir ce doute, donc il faut signaler. Et vous appelez le 119, ça ne sera jamais un appel de trop. Il faut investir son doute. Exactement, donc le 119 pour les enfants. Merci. Pour aller plus loin sur cette commission d'enquête, je vous recommande le documentaire très délicat, produit par LCP et réalisé par Thibault Liénard, qui s'appelle Inceste, du silence à la loi. Il est disponible sur notre chaîne YouTube. Il retrace les travaux de cette commission. Je vous en propose un très court extrait, regardez. Je suis née dans la violence. C'était des viols répétés presque chaque week-end. Le 29 juin 2021, je suis rentrée chez moi et j'ai trouvé mon petit frère Karl pendu. Il avait 12 ans. 12 ans seulement. En fait, ça vous vide quoi. J'avais envie de vomir. 160 000 enfants sont victimes de viols ou d'agressions sexuelles chaque année en France. Comment on va faire? Il fallait utiliser l'arme lourde, c'est-à-dire la commission d'enquête. Je le jure, je le jure. Mon fils s'est suicidé, il avait 10 ans. Nous étions mais tous malades. 77% de ces violences sont commises au sein de la famille. Vous avez un peu envie d'une révolution. On en a assez. C'est inadmissible. La France n'aime pas ses enfants. Voilà, c'est à voir sur lcp.fr et sur notre chaîne YouTube. Merci sincèrement à tous les trois d'être venus ce soir sur le plateau de Chaque Voix compte. On reprendra évidemment cette discussion quand les mesures arriveront ici, dans l'hémicycle, en commission, avant cela, pour que la loi change, pour que le droit change, pour les enfants et pour les grands aussi. Merci à tous les trois. Dans un instant, on va accueillir deux de nos députés, Daniel Simonet et Yann Boucard, pour parler de toute autre chose. On va parler de football et de ce que représente l'équipe de France aujourd'hui, là, dans le pays. Mais avant cela, c'est quelle histoire? Et c'est Olivier Ravanello. Olivier, vous revenez sur le duel du moment de la Coupe du Monde. Et c'est pas France-Maroc? Non, c'est celui qui dure depuis un peu plus longtemps, celui entre Mbappé et Céleste Amarilla, cette sénatrice du Paraguay. Céleste sénatrice, comme elle s'appelle sur les réseaux sociaux. Rapide retour en arrière pour ceux qui auraient raté les premiers épisodes. Vous avez vu France-Paraguay, match où on a découvert qu'on peut être joueur d'une Coupe du Monde et en même temps petite frappe, multipliant les jeux d'antisimulation, de tentatives de coups de poing en pleine course, peu importe. Mbappé lui est resté de marbre durant tout le match et à la fin de ce match, eh bien, il refuse de serrer la main du capitaine et gardien de l'équipe du Paraguay. En revoyant l'image, pour être franc, j'ai un doute, je ne sais pas s'il refuse ou si même il ne le voit pas ou il ignore. En tout cas, ça a suffi pour qu'arrive un tweet qu'on a cru sortir d'un torchon raciste des années 30, venu d'une sénatrice du Paraguay. Mbappé, au lieu du lait maternel, il tétait des noix de coco. La chose la plus instruite qu'il ait jamais entendue, ce sont des chimpanzés. Tu aurais dû lui faire un doigt d'honneur, Orlando Gilles. Je le fais au Sénat, il ne se passe rien. Voilà ce qu'a écrit cette sénatrice à ce gardien de but. Pour le coup, elle ne se vante pas, Céleste. Regardez cette photo qui vous montre qu'en effet, le doigt d'honneur est chez elle. Ah oui, c'est une habitude très personnelle de faire de la politique. Mbappé lui a répondu très clairement, vous êtes une femme méprisable et indigne de votre fonction. Par votre inconscience et votre racisme décomplexé, le monde entier a déjà oublié le parcours et l'effort historique que vos joueurs ont réalisé durant cette Coupe du Monde. On aurait pu imaginer qu'un partout, balle au centre, on allait passer à autre chose. Mais c'était mal connaître Céleste Amarilla. Et oui, piquée au vif, elle l'a contre-attaqué et joué cette fois-ci la menace. Méfie-toi Mbappé, je pourrais bien obtenir contre toi une condamnation. Ça alors. Je lui dirais à Mbappé de se méfier des Paraguayens. Ne cherche pas les Paraguayens, Mbappé. On a déjà mis Ronaldinho en prison ici. Ronaldinho a été emprisonné ici pour corruption. Et ne me sous-estime pas, Mbappé. Je peux porter plainte contre toi. Engage un avocat et il dira que je peux effectivement gagner. Violence de genre, violence politique contre les femmes, c'est grave, c'est vraiment grave. Il doit s'excuser auprès de moi parce que j'ai encore des bases solides pour engager une action en justice. Et c'est vrai, l'histoire de Ronaldinho avec son frère, ils ont passé un mois dans une prison de haute sécurité parce qu'ils étaient apparemment arrivés avec des papiers qui étaient périmés. Ils ont été accusés d'utilisation de faux papiers, ce qui est quand même assez cocasse, hein, parce que quand Ronaldinho arrive quelque part, il y a une émeute, donc on imagine mal qu'il essayait de passer la douane incognito. Mais bon, on ne va pas revenir là-dessus. Pour ce qui est d'Amarilla, elle non plus, elle n'en est pas restée là, puisqu'elle a contre-attaqué, et à nouveau, feu sur Mbappé, cette fois-ci au milieu du Sénat.
Il lui tend la main avec toute l'humilité d'un Paraguayen. Avec toute l'humilité d'un Paraguayen. Et ce fils de pute refuse de lui serrer la main et lui hurle dessus. Ça, ce n'est pas un Français. Un Français n'aurait jamais fait ça. Jamais. Alors, le plus extraordinaire dans ce mauvais numéro de théâtre de boulevard, c'est ce qui a suivi après, c'est le mea culpa. Alors, comme aurait dit Audiard, c'est à ça qu'on les reconnaît. Notre sénatrice, toujours devant ses collègues, nous a expliqué qu'elle se bat pour déconstruire la femme raciste qui est en elle. Ça alors. Et que c'est pas facile parce que c'est un vieux pattern, un vieux modèle paraguayen et qu'elle se bat, mais c'est tellement dur. Je suis en train de déconstruire une Céleste, comment dire, incorrecte. Je déconstruis ce modèle qu'aujourd'hui, à la lumière de la modernité, je déteste presque. Je suis en train de construire une nouvelle Céleste Amarilla. Je ne sais pas comment on dit foutage de gueule en espagnol, mais j'aurais dû chercher. Ce qui est sûr, c'est que cette obscure sénatrice tient là son quart d'heure de gloire warolien. Jusqu'à présent, elle s'était donné un mal fou pour se faire connaître, notamment sur Instagram. Regardez, elle posait dans les travées du Sénat avec ses nouvelles bottes, avec son nouveau manteau. Et puis, il y a évidemment ce fameux doigt d'honneur qu'elle utilise maintenant comme un emblème. Au fond, ce qu'elle a compris, c'est que insulter une superstar, c'est fantastique, surtout quand cette superstar vous répond. Là, c'est le jackpot absolu. Quand j'étais petit, ma mère me disait, tu sais, Olivier, le silence est le plus profond des mépris. C'était peut-être ça la réponse. Merci, Olivier. On enchaîne avec la question qui fâche. Je vous voyais tous les deux écouter Olivier Ravanello en levant les yeux au ciel. Bonsoir Daniel Simonet. Bonsoir. Député écologiste et social de Paris, merci d'être là. Bonsoir Yann Boucard. Bonsoir Annie. Député droite républicaine du territoire de Belfort. Vous lui dites quoi à la sénatrice paraguayenne ce soir ? Mais c'est surréaliste d'entendre cela. En France, le racisme n'est pas une opinion, c'est un délit. Voilà. Et donc on est poursuivi quand on dit ces monstruosités qu'elle a pu prononcer. Donc j'espère que la justice sera rendue, parce que c'est une réponse nécessaire. Et je pense que c'est nécessaire pour bien comprendre que nous sommes en République. Mais jusqu'à quand ? Je vous dirais jusqu'à quand, parce que j'ai bien aimé sur les réseaux sociaux l'annonce que vous avez faite de ce plateau en disant les bleus contre le blues. En ce moment, beaucoup ont plus que le blues, c'est-à-dire l'angoisse de voir le Rassemblement national pouvant prendre le pouvoir en France. Et il a promis de faire un référendum sur l'immigration. Et quand on lit le texte qui est déjà déposé à l'Assemblée nationale, eh bien, il vise à constitutionnaliser une xénophobie d'État. Et donc qui permettra ce genre de propos d'être banalisé. Voilà. Donc est-ce que les parlementaires français doivent répondre aux parlementaires paraguayens ? Je crois que le silence est la meilleure des réponses. Et Kylian Mbappé a très bien répondu à cette dame qui est fortement méprisable. Moi, je lui dis qu'elle devrait se taire, qu'elle devrait démissionner, parce qu'elle donne une image particulièrement méprisable de son pays. Déjà que les joueurs paraguayens n'ont pas donné une très belle image la semaine dernière quand ils ont affronté la France. Alors vraiment, cette sénatrice est plus qu'à l'image de cette équipe. Bon, parlons de nos Bleus. C'était aujourd'hui, c'était le bon moment. Parlons de nos Bleus. Tout est politique, le foot aussi, particulièrement ce soir à quelques heures du quart de finale du Mondial qui va opposer la France au Maroc. Depuis 1998 et la fameuse France Black Blamber, on demande souvent aux Bleus de raconter quelque chose de nous, de la France, et peut-être même un peu trop. Vous voulez trouver comment les Bleus ? On a d'abord posé la question à des supporters avec Alicia Rogue et Eva Billon. La résilience, la joie, une belle cohésion, je trouve qu'on n'a pas eu depuis longtemps. Du talent déjà, et puis une représentation de ce qu'est la France. La mixité, déjà, c'est un sport qui rassemble tout le monde. C'est une équipe cool, il y a des joueurs qui représentent un peu toute la société française, j'ai envie de dire, de par son ensemble. Donc non, je pense, en fait, on se sent représenté par eux. Je trouve qu'ils sont très solidaires, ils sont très respectueux. Et ils montrent aussi la détermination et je les trouve assez humbles aussi. Dans le match en face des Paraguayens, j'ai trouvé qu'ils avaient un très bon état d'esprit. Et un pronostic pour ce soir ? 2-1 France. Moi j'ai mis 2-0 sur les pronos internes, mais je suis inquiet. Pour moi, ça va partir au tir au but. 2-0 ? 2-1 pour le Maroc.
2-0 pour la France. Je pense que le Maroc gagnera. Donc je supporterai le Maroc, mais la France mérite autant sa place en finale. Donc honnêtement que le meilleur gagne. Bon, et vous serez où à 22h ce soir ? Ah là, je crains que je sois condamnée à être en hémicycle. Oui. Mais il y a du travail dans l'hémicycle ce soir. Mais c'est vrai que moi qui suis pas... C'est compliqué Non, mais pour être honnête, je suis pas quelqu'un qui regarde beaucoup les matchs de football, voilà. Et pour autant, le match... face à l'équipe paraguayenne, j'ai trouvé Mbappé d'une classe absolue, parce que de ne jamais répondre aux provocations, aux insultes, aux provocations. Bon, certains vous diraient que c'est pas exactement ce que fait LFI dans l'hémicycle. Et son sourire qui finalement montre une force de caractère qui nous a tous rendus extrêmement fiers, quoi. Vraiment la grande classe. Yann Boucard, vous avez le même enthousiasme que Daniel Simonet devant cette équipe. Oui, de puis France. moi, je ne vais pas vous mentir, je serai devant le match. J'ai trouvé des gens pour me placer, parce qu'un quart de finale de Coupe du Monde avec la France, c'est tous les 4 ans. On a une équipe effectivement qui est enthousiasmante, une belle puissance offensive qu'ils ont montré lors des premiers matchs. Et puis samedi face au Paraguay, une belle résilience collective et une force collective très appréciable, très soudée autour de leur coach Deschamps. On a vraiment une belle équipe cette année. J'espère qu'on va aller très loin, parce que pour le coup, vous avez raison, le sport c'est aussi politique, le foot c'est aussi politique. Et si l'équipe de France gagne la Coupe du Monde et accroche la 3e étoile, je dis pas que tous les problèmes du pays seront résolus, mais le moral des Français sera singulièrement amélioré. C'est vrai, vous pensez que ça joue ? Bien sûr. Vous aussi, Daniel Simonet, ça joue sur le moral des Français de se dire bon, on va pas très bien, mais on est en finale. Ou on est champion du monde. Bien sûr que ça peut en partie jouer, mais enfin, ça ne va pas changer le fait qu'on subit les canicules et que dans une impréparation totale. Cela dit, les Bleus aussi aux États-Unis. Voilà, qu'aujourd'hui, on annonce à travers les résultats de l'INSEE que le taux de pauvreté n'a jamais été aussi important que depuis la création de l'INSEE. Enfin voilà, on est quand même dans une situation extrêmement préoccupante. Mais ce qui est vrai, c'est que Mbappé, il incarne celui qui avait été quand même raillé par beaucoup, hein, quand il avait oui, il y a même une pétition, où il avait dit qu'il s'inquiétait des conséquences si l'extrême droite arrivait au pouvoir. Alors justement, j'allais vous poser la question. Là, vous êtes des politiques qui parlent de football, et quand les footballeurs parlent de politique, quand Kylian Mbappé dit sa peur de voir le RN arriver au pouvoir, est-ce qu'il est dans son rôle, est-ce qu'il est à sa place, Yann Boucard ? C'est un citoyen français, il peut dire ce qu'il veut. Enfin, le RN n'a pas très bien pris. Hein. D'accord, mais pendant des années, on a eu des chanteurs, des acteurs qui donnaient leur avis partout. En quoi Kylian Mbappé serait moins qualifié, j'allais dire Patrick Bruel, aujourd'hui il est beaucoup plus qualifié, c'est sûr, mais en quoi il serait moins qualifié qu'un comédien pour donner son avis sur les élections? Il ne dit pas aux gens votez ça, il dit moi, à titre personnel, en tant que citoyen, je dis ça. Kylian Mbappé a totalement le droit de le faire, comme n'importe quel citoyen a le droit de le faire sur votre plateau, sur les réseaux sociaux, partout. Est-ce que cette équipe de France, avec ses valeurs, vous parlez de résilience, vous parlez de collectif, est-ce que ce n'est pas un miroir cruel qu'elle tend à la représentation nationale? Elle arrive à faire ce que peut-être vous n'arrivez pas à faire. Je ne suis pas sûr qu'on puisse poser la question en ces termes, mais en tout cas aux artisans du déclin, à ceux qui vivent en permanence dans notre hémicycle, sur le déclin de la France, sur cette France passée, sur cette France qui serait une dictature presque de ce qu'on entend. Je cible très clairement et le Rassemblement national et LFI. En tout cas, on a là l'image d'une France qui gagne, d'une France qui a envie d'aller de l'avant, une France qui incarne de l'espoir. Et moi, je pense que ça fait du bien. Ça peut être une source d'inspiration pour vous aussi ? Quand je vois cette équipe soudée, solidaire et qui gagne, j'ai envie de dire à tous les partenaires de gauche, arrêtez vos conneries, soyez solidaires, unitaires. C'est le seul moyen qu'il y aurait pour gagner et empêcher l'extrême droite de prendre le pouvoir dans ce pays, ce qui est un enjeu autrement plus important. Donc voilà, on ne sait jamais, peut-être que chacun va être inspiré en regardant le match ce soir et tout d'un coup demain nous annoncer l'union de la gauche, vous y croyez? C'est l'épiphanie. Il faut vous trouver un Mbappé, ça va faciliter les choses. C'est qui le Kylian Mbappé de la gauche? Et à droite, j'ai pas la réponse. Et, non, mais à droite? J'ai pas la réponse non plus. Non plus? Bon. Mais il en faudra un. D'autant que ce soir, c'est quand même France-Maroc. C'est plus qu'un match, mais qu'un match, comme disent les Espagnols. Regardez la vidéo postée cet après-midi par l'ambassade de France au Maroc. Des millions de Français ont une histoire familiale liée au Maroc et ce soir, beaucoup vont avoir le cœur coupé en deux. C'est ça la France aussi, non? Pouvoir aimer les Bleus et puis avoir quand même une tendresse pour les lions de l'Atlas.
Évidemment. Vous savez, moi je parlais avec un ami qui est français d'origine marocaine, il me dit c'est la meilleure situation pour moi parce que quoi qu'il arrive, demain je vais gagner. Enfin, quand c'est vu comme ça, évidemment, il ne faut pas demander aux gens de toujours choisir. On peut être très fier d'être français, on peut être très fier d'être d'origine marocaine. Et vous l'avez rappelé, cette vidéo le rappelle formidablement bien. C'est deux pays qui sont amis, qui ont une histoire séculaire. Et à tous ceux qui prédisent déjà des débordements, je leur dis qu'on a joué le Maroc en demi-finale de la dernière Coupe du Monde, que tout s'est formidablement bien passé entre la France et le Maroc. Et moi, j'ai le souvenir qu'on était déjà bloqué à Paris ce jour-là, qu'il y avait une belle communion, au contraire, entre les deux supporters. On gâche la fête en regardant le match d'abord comme un problème d'ordre public. Daniel Simonet, la préfecture de police de Paris, notamment, a mis en garde. C'est lamentable, en fait, c'est de toujours regarder les choses sous l'angle sécuritaire au lieu de permettre, autoriser la fête, faire en sorte qu'il y ait des lieux qui soient bien acceptés. Et du coup, on peut mieux encadrer et protéger tout le monde. Donc j'espère que ce soir, voilà, tous celles et ceux qui voudront faire la fête sur Paris seront autorisés à le faire. C'est toujours dans les fêtes autorisées qu'on permet de mieux organiser les choses et que ça ne déborde pas. Après, permettre la fête, c'est pas non plus permettre tout et n'importe quoi. Saccager les Champs-Élysées, ouvrir des vitrines mettre en danger du coup les familles qui viendraient faire la fête, quelle que soit l'équipe qu'elles supportent. Là, c'est pas la fête pour le coup. Interdire des fan zones, refuser d'organiser les choses et bien créer le chaos. Voilà, et c'est le bilan quand même des derniers événements. Parce qu'il n'y a pas de fan zone à Paris, c'est monsieur le maire de Paris qui a choisi de pas en faire. Non, pas du tout, justement. En fait, le maire de Paris avait voulu faire des fan zones et c'était le préfet qui avait refusé et ensuite qui s'était... qui en avait rajouté. Là, vous dites quoi? Est-ce que vous dites que, bon, là, on est en quart de finale, si ça va plus loin, est-ce que vous dites qu'il faut créer plus d'espace pour accueillir les supporters? Mais c'est dans les tuyaux à la mairie de Paris ou à la préfecture? Alors, moi, je ne suis pas à la mairie de Paris, et en ce moment, avec toute l'actualité que nous avons à traiter à l'Assemblée nationale, mais la ville de Paris a toujours souhaité qu'il y ait des fan zones, de permettre la fête, et estimer qu'à partir du moment où vous avez des lieux où cette fête est autorisée, eh bien, ça facilite le travail de tous les acteurs de prévention, des associations, le travail aussi des forces de police. Donc il faut organiser cela. Et c'est les interdictions tout azimut qui, au contraire, organisent un chaos dans tout Paris. On est en direct avec Jean-Philippe Assensi, qui est le fondateur de l'Agence pour l'éducation par le sport. Bonsoir. Vous voyez pourquoi il n'est pas à Paris, regardez. Il est au vert, Jean-Philippe Assensi. Bonsoir, merci d'être avec nous. On parle depuis tout à l'heure de ces Bleus, de leurs valeurs, de cet engouement incroyable autour de cette équipe de France qui est ce soir en quart de finale. Quel miroir nous tend cette équipe de France cette année, en 2026 ? Le miroir du sport amateur en France qui est complètement sous-estimé, c'est-à-dire c'est un terrain d'éducation exceptionnel. Vous savez, on a une centaine de jeunes qui sont formés, de joueurs qui sont formés en France, qui participent à cette Coupe du Monde. 10% des joueurs de cette Coupe du Monde ont été formés en France. Comme l'a dit Arsène Wenger, il y a quand même 2-3 trucs qui marchent dans nos clubs de sport avec des éducateurs exceptionnels. Et cette équipe de France, où la plupart des joueurs ont moins de 30 ans, elle fait preuve d'une solidarité exceptionnelle, d'une joie exceptionnelle, d'une diversité exceptionnelle. La diversité en France, ça marche aussi. Il y a des difficultés, mais prenons exemple sur le sport. Et le sport a un rôle majeur sur le plan éducatif, sur le plan de l'insertion à jouer. C'est mon dada depuis maintenant 30 ans. Il serait temps de s'en apercevoir. Et c'est pas que du Mbappé, c'est pas que certains joueurs. On a des éducateurs exceptionnels dans notre pays, des éducateurs sportifs. Et moi, je pense qu'il faut un grand plan français pour avoir 100 000 éducateurs qui vont accompagner cette jeunesse. Parce qu'en fait, la vraie réalité, c'est qu'on a perdu un nombre incalculable d'éducateurs qui sont en capacité de faire jouer cette diversité. Donc moi, je suis extrêmement heureux, comme les parlementaires qui le précisent aujourd'hui, comme les gens dans la rue, ce micro-trottoir, écoutez-les. Donc la diversité, c'est pas un rêve. Bien sûr que c'est exigeant, bien sûr que c'est compliqué. Vous parlez à quelqu'un qui a inséré des milliers de jeunes dans des grandes entreprises françaises, c'est pas si simple. Mais quand ça marche, c'est une force exceptionnelle et c'est ce que nous montre cette équipe de France qui, j'espère, comme tout le monde, va être championne du monde. Bon, Jean-Philippe Assensi, on ne regrette vraiment pas d'avoir fait un détour par votre jardin. Vraiment, merci beaucoup, merci pour votre enthousiasme et merci pour le message que vous portez. On avait consacré une émission en public il y a 2 semaines au sport amateur, au foot amateur en particulier. On avait souligné
le manque cruel d'éducateurs, les clubs de sport qui sont à l'os et qui vont voir arriver des gamins là après le mondial pour s'inscrire au foot. Il va falloir s'en occuper de ces gamins. Il y a une vraie bataille dans le budget. Parce que le sport amateur, les éducateurs manquent cruellement de moyens. Et donc, il va falloir vraiment engager ce bras de fer-là. Et surtout se rendre compte que le sport amateur, comme l'ensemble des structures d'éducation populaire, joue un rôle déterminant pour la jeunesse. Après, moi, je rajouterais aussi une chose, parce qu'on sort là en ce moment d'un débat à l'Assemblée nationale d'une loi assez fourre-tout, dans lequel vous avez à un moment donné des articles sur les interdictions administratives de stade à l'encontre des supporters qui tiendraient des propos discriminatoires. Et moi, je porte une proposition de loi qui, au lieu d'avoir recours à l'arbitraire des préfets pour des décisions administratives, estime qu'il doit y avoir une obligation de résultat au niveau des clubs dans la lutte contre les propos discriminatoires, LGBT-phobes et racistes, parce que ça suffit. Il faut savoir aussi faire que le ce ménage sport dans les stades. Peut avoir un impact sur l'ensemble de la société, donc il faut absolument assumer de lutter Puisque vous parlez de ce qui s'est passé aujourd'hui dans l'hémicycle, eh bien on va en parler tout de suite avec Marco Pommier, c'est Bourbon Express. Bonsoir Marco. Bonsoir Amélie. C'est le dernier Bourbon Express de la saison, sachez-le. On commence avec d'abord la réaction d'Yaël Braun-Pivet à la condamnation de Marine Le Pen. Elle n'avait pas encore réagi officiellement. Elle l'a fait ce matin sur LCP devant l'association des journalistes parlementaires, interrogée sur l'hypothèse de voir la candidate du Rassemblement national faire campagne pendant la présidentielle avec un bracelet électronique. Yaël Braun-Pivet a répondu qu'elle serait choquée, je cite, si un candidat se retrouvait dans cette situation. Les citoyens, vous savez, ils attendent de nous quoi? Qu'on soit irréprochable. Ils ont raison. Les Français doivent être sûrs que l'argent public que nous gérons est utilisé à bon escient. Et donc, ils doivent avoir confiance en nous. Et donc, évidemment que ce type d'affaires vient conforter l'opinion que les Français ont de leur classe politique. Et ça, c'est vraiment tragique. Voilà, Yaël Braun-Pivet qui a abordé l'autre sujet du moment, c'est le vote sur le projet de loi fin de vie qui aura bien lieu la semaine prochaine à l'Assemblée, malgré les pressions du Sénat. Oui, parce que vous le savez, les députés ont déjà adopté à 3 reprises cette réforme sociétale créant un droit à l'aide à mourir, mais à chaque fois, le Sénat l'a rejeté. Après cette longue navette parlementaire, le dernier mot revient donc à l'Assemblée, comme le prévoit la Constitution. Le vote ultime est prévu mercredi prochain, le 15 juillet. Hier, dans une interview au Figaro, Gérard Larcher a donc tenté un coup de pression. Le président du Sénat menace de saisir le Conseil constitutionnel si le texte était adopté. Jusqu'au 15 juillet, le gouvernement a toujours la possibilité de suspendre le texte. Il y a tellement de réserves, tellement de divisions. Je pense que dans ce pays fracturé, il faut faire attention, notamment concernant l'objection de conscience pour les établissements de santé. Et Gérard Larcher n'a pas précisé en revanche sur quel fondement juridique il entend saisir les sages. Et à quelques jours de l'adoption définitive de ce texte, il y a une polémique qui a éclaté aujourd'hui autour d'un cocktail, une réception qui sera organisée par le ministre en charge des relations avec le Parlement. Au point de le contraindre à reporter l'événement prévu dans son ministère. Je vous explique, le ministre Laurent Panifous avait prévu d'accueillir mercredi prochain, après le vote, les membres de la Convention citoyenne sur la fin de vie. Problème, le carton d'invitation envoyé par le CESE, où cette convention s'était réunie, évoquait un cocktail de célébration. Consternation de Bruno Retailleau hier sur X, le président des Républicains. Mourir dans la dignité. Mais où est la dignité quand on fête au champagne une loi qui touche à la souffrance et à la mort des plus fragiles? On n'est pas un match de foot. Résultat, la nuit dernière, Laurent Panifous a tenté d'éteindre la polémique avec un tweet sur X en affirmant qu'il voulait juste avoir un temps d'échange avec les membres de cette convention citoyenne. J'ai trop de respect pour le travail parlementaire, pour les différentes sensibilités sur un texte qui interroge nos convictions les plus profondes pour organiser un cocktail ou une célébration. Il n'en a jamais été question. Et en fin de matinée, Laurent Panifous a donc annoncé le report de cette rencontre pour lever, je cite, toute ambiguïté. Fermez le banc. Et puis ça y est, les députés ont adopté le projet de loi justice criminelle de Gérald Darmanin après un accord intervenu entre les députés et les sénateurs. Texte adopté hier soir avec les voix du Bloc central, de la droite et du RN. L'ambition de ce texte, désengorger les tribunaux en créant 60 formations de jugement criminel supplémentaires. Elle pourrait aussi juger à l'avenir les récidivistes. Le texte permet aussi à la justice d'accéder aux données génétiques détenues par des sociétés privées. La gauche a voté contre le projet de loi en dénonçant l'alliance entre le Bloc central et le RN.
Il faut aussi rappeler que le texte issu de cette CMP est le résultat d'un compromis construit avec la droite et l'extrême droite, sans qui vous n'auriez pas pu faire passer ce texte. Vous avez balayé les principes républicains pour faire place nette à l'extrême droite, qui passe son temps à vous remercier de piocher dans son programme. Pour Gérald Darmanin, il s'agit d'un texte, d'un grand pas en avant pour une justice plus rapide et plus sûre, je cite. Ce texte, il a été validé cet après-midi par les sénateurs. Le projet de loi est donc définitivement adopté par le Parlement. Bon, on parle un peu de football quand même. À chaque fois, on fait des petits pronostics. On va leur demander aussi à eux leurs pronostics pour ce soir. Mais on a celui d'un ancien président de la République, François Hollande en l'occurrence. Pourquoi lui ? Parce que déjà c'est un passionné de football. Surtout qu'il a eu tout bon les dernières fois. Et il a plutôt le nez creux. La semaine dernière, il avait le bon prono pour France-Paraguay et il ne manque pas de le rappeler. Bonjour à tous. C'est pas parce que la dernière fois j'ai pu viser juste et donner le résultat que je vais le faire à chaque fois. Sinon, il faut que je change d'orientation. Donc aujourd'hui, je pense que la France doit gagner 2-1 face au Maroc. Le Maroc est un pays ami, le Maroc a une excellente équipe. Mais qu'est-ce que vous voulez là ? C'est la France. 2-1. François Hollande dit 2-1, vous dites combien Yann Boucard ? Je suis assez d'accord avec lui, 2-1. 2-1 aussi, Daniel Simonet ? Allez, va pour 2-1, tout le monde 2-1 d'accord. aussi, oh, Prenez pas de Marco. risque. 1-0. Olivier ? Pour ne pas dire comme tout le monde. 2-1 Olivier ? Mariette ? Moi, je serais 3-2 pour la France. 3-2 pour la France. Et vous ? 3-1 pour Bon la match. France. 3-1 pour la France. Et toi ? Petit but de Achraf Hakimi quand même pour lui laisser et puis après on y va. Et toi ? 3-1. Voilà, c'est la fin de Chaque Voix Compte. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci d'être venus ce soir dans Chaque Voix Compte. Cette émission est rediffusée tout à l'heure à 23h30 sur LCP. Mais nous, on sera là demain à 19h30. Passez une excellente soirée. À demain. Allez.